Salut tout le monde, écoutez, petite vidéo ce matin, histoire d'aborder avec ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'immobilier en investissement locatif sur les points que personnellement en tout cas, auxquels j'apporte une grande importance, et surtout si vous avez des choses à ajouter même à contredire, n'hésitez pas, hein, avec plaisir. La première chose à laquelle vous devez penser, et auquel très très peu de gens pensent, c'est votre scoring bancaire. Il faut savoir que les banques vous notent, exactement comme un prof noterait ses élèves, et en fonction de votre note, vous aurez votre examen ou pas. Et il n'y a rien de pire que de trouver l'affaire du siècle et de ne pas avoir le financement par la banque parce que le mois dernier, on a acheté un crédit à la consommation pour un canapé et que du coup, en plus du découvert, parce qu'on a fait quelques folies, la banque ne vous prête pas. Donc il y a certains points, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas vraiment d'influence, hein, votre âge, si vous avez des enfants ou quoi. Mais par contre, votre endettement, ça c'est quelque chose auquel vous devez faire attention. Donc pas de crédit à la consommation, pas de découvert, au moins 3 mois avant. Euh, c'est tout, c'est un sacrifice qu'il faudra faire, hein. Je sais que c'est pas forcément facile quand on n'a pas des gros revenus. Mais voilà, hein, j'ai tendance à dire, si vous avez les revenus pour acheter un paquet de clopes à 7 euros tous les jours, vous avez les revenus pour mettre 200 euros par mois de côté d'épargne. C'est juste que vous avez fait une priorité pour les clopes. À vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez faire de l'immobilier, il y a des priorités qu'il va falloir revoir si vous avez un petit revenu. Pas de dépenses inconsidérées. Si vous gagnez le SMIC et que vous vous envoyez 250 balles de resto par mois, votre banquier, c'est pas une très bonne image que vous lui envoyez. Après, c'est sûr que si vous gagnez 20 000 balles et que vous mettez 500 balles de resto, c'est différent. Mais donc, en fonction de vos revenus, ne faites pas des dépenses qui soient inconsidérées. Donc voilà, vraiment le scoring bancaire, très 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 important. Excusez-moi, je bois un Perrier citron en même temps. Deuxième chose, le cash flow. Alors le cash flow, c'est tout bête, hein, c'est l'entrée d'argent. Et pour ça, vous devez viser toujours un cash flow positif. Par essence, un cash flow différent d'un cash squeeze où vous perdez de l'argent tous les mois. Ça peut vous paraître débile comme conseil, mais croyez-moi, en immobilier, les sommes annoncées ne sont pas les sommes réelles en fait. Enfin, ne sont pas ce que vous allez vraiment gagner. Vous avez l'impression que vous touchez 600 euros par mois de loyer et que vous gagnez 500 euros, enfin, et que vous reversez 500 euros par mois de crédit, vous n'allez pas gagner 100 euros par mois. Vous allez perdre de l'argent tous les mois. Parce que vous aurez des charges, parce que vous avez des taxes, parce que l'État va vous considérer que sur les 500 euros de mensualité que vous remboursez à la banque, vous remboursez pas réellement 500 euros, mais un peu moins, puisque une partie de ce prêt, c'est pour de l'acquisition de capital, donc il va juste enlever les intérêts, et du coup, vous allez être amené à payer de l'impôt sur de l'argent que vous n'avez pas réellement touché. Du coup, ça fait que tous les mois, vous allez devoir mettre la main à la poche, ce qui n'est pas le but, parce que vous vous engagez sur 20 ans. Donc si pendant 20 ans, le fait d'avoir acheté un bien immobilier, ça vous coûte 70 ou 80 euros par mois, c'est pas une bonne opération. Du coup, pour ça, il y a un super plugin pour Chrome qui s'appelle Rendement Locatif, vous voyez ici, et qui vient s'afficher à côté des annonces et qui vous calcule en fonction du prix et du loyer estimé. Alors ça estime les loyers en comparant toutes les autres annonces du site dans la même zone et des mètres carrés enregistrés sur l'annonce. Donc c'est relativement fiable. Les rentabilités sont calculées au régime foncier nu réel, qui est vraiment le plus basique. C'est aussi un des moins intéressants, il faut l'avouer. Pour faire simple, si moi personnellement je fais du meublé, parce que c'est dans 90% des cas plus intéressant fiscalement pour moi. Après, grâce à un rendement locatif, vous pourrez le calculer pour vous. Mais je fais du meublé et c'est simple en fait. Je cherche à ce que en meublé, le rendement soit au minimum à 10% brut. Et je sais que je serai plus ou moins à l'équilibre ou avec une toute petite perte. Donc voilà, en dessous de 10% brut, je ne regarde même pas. Enfin, attention,
10% brut. Après, vous pouvez vous dire, là c'est 10% brut à nu, on peut faire du meublé, qu'on va louer plus cher forcément, donc la rentabilité va augmenter. Vous pouvez aussi baisser le prix du bien. Si vous l'acquérez à 44 950, la rentabilité ne sera pas la même que si vous arrivez à l'acquérir à 41 000. Donc la rentabilité se calcule sur la valeur du bien, pas la valeur de votre prêt. Si vous avez 60 000 euros de travaux, ça se calcule, c'est pas pris en compte pour la rentabilité. La rentabilité, c'est vraiment combien coûte le bien tel quel et combien vous allez louer par mois. Pour faire un calcul très simple, moi je fais un calcul, je me dis, je prends le loyer par mois, je le multiplie par 100, ça me donnera donc 12% de rentabilité, puisqu'il y a 12 mois dans l'année, et ça me donne mon prix d'achat max. Si le loyer meublé est de 600 euros, alors le prix d'achat max que je me fixe, grosso modo hein, dans ma tête, après les calculs on les fait plus pousser, mais grosso modo c'est 60 000 euros. Donc si vous voyez un bien qui est en location à 500 euros et qui est à 140 000 euros, vous pouvez passer votre chemin allègrement, vous allez avoir des rentabilités comme celle-ci, 7% brut. Et alors ce qui est très drôle, c'est que vous verrez que beaucoup d'agences immobilières vous donnent dans les descriptions très belle rentabilité avec idéal investisseur, 7% de rentabilité, très bonne rentabilité locative par exemple. Voilà, regardez, très bonne rentabilité locative, vous êtes à 3% brut, vous calculez sur calcul détaillé, ça vous allez sur le site, faire le calcul tout seul, avec tous les calculs, les taxes, les charges de copropriété. Vraiment, tout est calculé. Et ça vous fait un investissement à moins 1223 euros par mois. Je vois pas à quel moment en fait c'est une bonne rentabilité. Mais voilà, là au moins vous en êtes sûr. Vous pouvez comparer aussi que sur ce site vous avez les meilleurs régimes. Ça vous permet de voir en fonction du prix quel sera le meilleur régime. Alors la plupart du temps vous verrez que ce sera ces deux là. C'est très 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 rare quand les lois Pinel sont meilleures, et vous verrez que souvent simplement le fait de passer de loueur meublé en loueur meublé va vous faire gagner de l'argent là où vous en perdiez avant. Je ferai de toute façon une vidéo purement rendement locatif pour expliquer toutes les fonctionnalités. Deuxième point, très important pour moi, c'est d'augmenter la valeur du bien. Alors il y a plusieurs moyens pour ça. Il y a les travaux, puisque une maison délabrée, vous allez y faire 30 000 euros de travaux, il faudra bien plus cher que vous l'avez acheté après, forcément. La division. Si vous avez un appart de 150 mètres carrés, vous pouvez le diviser en 3 apparts de 50 mètres carrés. Puisque c'est compliqué de louer très très cher une grande surface, hein. En général le prix au mètre carré est plus cher sur les toutes petites surfaces. Vous allez voir des studios d'étudiants à 400 euros et des 120 mètres carrés à 1000 euros. C'est forcément c'est plus compliqué de demander 1500 euros à quelqu'un. Il y a moins de gens qui sont capables de les mettre, donc sauf si vous faites de la coloc, mais si vous louez à une seule famille, mettre 1500 euros de loyer c'est quelque chose, mettre 2000 euros de loyer c'est quelque chose, donc forcément plus la surface augmente et plus vous allez avoir des loyers qui baissent. Et si vous divisez les biens pour avoir 3 appartements, vous allez augmenter la valeur des biens, et ça vous permet aussi par exemple d'en revendre 1 sur 3 et de diminuer du coup les mensualités de crédit. Vous allez aussi augmenter la valeur de votre bien tout simplement avec le temps, hein. Le temps qui passe va normalement faire augmenter la durée de votre bien. Et encore une fois, ça va paraître très con, mais acheter sous le prix du marché. Par exemple, là vous voyez que vous avez comparaison du marché à Agen, valeur haute 50 000, valeur basse 34 000, il est à 44 000, vous n'êtes pas sous le prix du marché. Pour acheter sous le prix du marché, je vous conseille un très bon outil qui s'appelle Castorus. Castorus, c'est un site qui permet de comparer plein de choses, puisque ça garde l'historique des annonces. Donc vous tapez le nom d'une commune, par exemple Talence, pour moi, parce que je suis de Bordeaux. Enfin, j'y vis pas, mais petit coup de cœur, je suis reparti dans
dans mes années étudiants. Et vous pouvez voir déjà que Talence est une ville où l'immobilier augmente, puisque la valeur augmente. Alors, si vous connaissez un petit peu la région, vous savez que c'est parce qu'il y a la ligne TGV qui amène Paris à 2 heures de Bordeaux, et que maintenant beaucoup de Parisiens descendent, puisque ils sont limite en train moins loin qu'avant avec les bouchons en voiture. Et ça va vous permettre aussi de connaître l'historique du bien au niveau des prix, puisque vous cliquez par exemple sur une annonce et vous allez voir que cette annonce a été mise en vente pour la première fois le 6 octobre à 434 000. Il y a eu une première baisse à 419 000 et une autre baisse à 395 000. Vous pouvez voir chaque point ici qui correspond à une nouvelle itération de l'annonce. Donc on peut voir qu'on a affaire à quelqu'un qui veut vendre son bien. Et vous avez aussi il baisse le prix. Donc du coup, vous savez qu'il veut vendre et qu'il est prêt à baisser le prix. Ça vous donne une marge de négociation tout aussi importante. Et vous voyez aussi qu'il est déjà en dessous du prix du marché. On est à 4 345 €. C'est une maison et le prix de la maison à Talence c'est à ce prix-là. Donc c'est un très très bon outil. Autre moyen de trouver des biens sous le prix du marché, c'est dans les mots-clés du Bon Coin. Vous allez taper des mots-clés comme urgent, par exemple. Donc là, c'est des personnes qui veulent vendre. Donc quelqu'un qui veut absolument vendre va être prêt à baisser son prix. Vous avez d'autres mots-clés, par exemple, comme divorce. Des gens qui divorcent veulent régler les choses rapidement. Vous avez décès. En effet, des fois vous avez des parents qui décèdent et les enfants veulent se séparer du bien, ou soit parce qu'ils s'entendent pas entre eux, ou parce que c'est douloureux comme souvenir, donc ils veulent vraiment s'en séparer. Alors faites attention, dans décès il y a plein, vous voyez des prix là, mais il y a beaucoup de viagers. Je vous déconseille le viager, si vous tombez sur une jeune calmant, bonne chance, bonne chance, bonne chance. Mais voilà, des mots comme décès. Vous avez aussi travaux. Tout ce qui est rénovation, ça va vous donner une marge de négociation pour acheter sous le prix du marché, puisque un bien qui nécessite beaucoup de travaux fait fuir les acheteurs potentiels, et du coup vous êtes en général plus à même de négocier le prix, puisque la personne est là depuis longtemps. Par exemple, là vous avez un autre de 4 appartements. Bon, alors là pour le coup les immeubles ça calcule assez mal le rendement locatif. Mais vous avez vous voyez, l'immeuble est un peu vieillot, il y a quelques travaux à faire, là il faudrait changer, ce serait certainement les fenêtres. Mais voilà, il y a 4 appartements, il faudrait tout calculer, bien sûr. Les loyers, voilà, ils sont tous loués, donc vous pouvez faire une rentrée locative 3, on est à 1400 € de rentrée pour 185. Bon, la rentabilité est toujours pas assez bonne, mais s'il y a des travaux, c'est un axe de négociation qui vous permet de faire baisser le prix et donc acheter sous le marché. Troisième point, sécuriser son achat. Alors sécuriser son achat, il y a plusieurs manières. La première, c'est d'avoir un bien liquide. Alors en économie, la liquidité d'un actif, que ce soit des actions, que ce soit des biens immobiliers, c'est la capacité de cet actif à s'échanger facilement et donc sans avoir à baisser le prix. Une action par exemple qui chute, le prix chute, donc personne n'en veut, donc pour la vente vous devez baisser le prix, donc la liquidité est mauvaise. À l'inversement, les biens actuellement par exemple à Bordeaux voient leur liquidité augmenter, puisque l'offre reste la même, mais la demande elle augmente, puisque les Parisiens viennent s'ajouter à la demande des Bordelais. Et donc vous avez une augmentation du prix du bien et donc de sa liquidité en général. Deuxième point pour vous sécuriser, c'est au début du mois, quand vous avez vos 2-3 premiers biens, on va dire en dessous d'un SMIC en fait. Ne dépensez pas cet argent pour vivre. Vous pouvez le dépenser un jour quand même, vous faire plaisir, un minimum, mais gardez cet argent de côté. Ne l'incorporez pas dans vos budgets mensuels de dépenses, parce que vous devez réfléchir en investisseur. Si votre locataire vous appelle et vous dit la chaudière a pété, il faut la changer, et que vous lui dites mettez un pull pendant 3 semaines parce que moi j'ai dépensé votre argent en alcool et en prostituée dans un bar en Thaïlande,
et bien forcément, ça va pas faire des bons rapports avec votre locataire. Vous allez avoir des gens qui vont être juste de passage et qui vont se barrer dès que possible. Et du coup, vous allez augmenter votre vacance locative. Alors que si vous avez un petit filet de sécurité en épargne et que vous pouvez toujours subvenir à certains besoins, parce que si vous avez un locataire qui ne paye pas par exemple, ou que le bien n'est pas loué, bah, la banque elle en a rien à faire. Elle va vous dire je veux quand même ma mensualité. Bah, si vous n'avez pas d'argent de côté, là vous allez avoir des gros problèmes avec votre banquier. Donc toujours garder de l'argent de côté. Et autre manière de sécuriser votre bien, c'est de faire de la qualité. Je prends l'exemple par exemple de cet appartement. On voit que la façade est bien à refaire. Mais quand vous la refaites, n'hésitez surtout pas à investir, à mettre de l'argent dans les fenêtres, dans l'isolation. On a l'air d'être sur une rue relativement principale, enfin plus ou moins passante, vu qu'il y a assez de recul pour prendre les trois appartes. Je connais un petit peu la ville, donc je connais les tailles des rues, je pense qu'on est dans une rue principale. Mais si l'isolation des fenêtres est mauvaise, il y a du bruit, c'est pas agréable. Et si c'est pas agréable, les gens ne veulent pas y rester. Vous allez sécuriser votre investissement en mettant quelque chose à disposition qui donne envie d'y rester. Il faut toujours vous mettre à la place du locataire quand vous faites quelque chose. Est-ce que moi je voudrais rester ici? Si la réponse est non, c'est que vous faites mal les choses. Donc quand vous rénovez, si vous devez faire des travaux, alors je vous dis pas de mettre des poignées en or, hein, mais voilà, il y a des choses, c'est la qualité de vie, vraiment la qualité de vie. L'isolation, c'est quelque chose sur lequel on ne lésine pas. Si l'isolation est mauvaise et qu'il y a de l'humidité et que la personne peut même pas faire sécher son linge parce que il y a de la moisissure aux fenêtres et aux murs, c'est pas bien. Donc on refait l'isolation, on fait quelque chose de qualité qui donne envie de rester. Et enfin, dernier point, c'est de réfléchir à long terme. Si vous visionnez cette vidéo et que vous faites partie donc du groupe d'Ecom Turbo, vous avez tous normalement ce point commun, c'est d'acquérir une liberté financière et de faire quelque chose qui va durer et de faire les choses bien. Donc du coup, si vous réfléchissez à court terme, vous allez avoir des surprises. Vous devez toujours vous dire que le premier bien que vous achetez va conditionner vos 20 prochaines années d'investisseur. Si vous achetez un bien, on va prendre un exemple. Hop, celui-là. Je vais faire calcul détaillé. Admettons que vous l'achetiez tel quel parce que vous faites confiance au vendeur qui vous dit si c'est une bonne affaire. Parce que regarde, 540 € par mois et puis admettons donc 83 000. De mémoire 83 000, on va être sur du 410 € par mois de mensualité. Ça va vérifier de toute façon. Hop, non, 518. Donc voilà, si vous empruntez, si vous faites cet appart, vous allez voir que vous avez un cash flow négatif de moins 320 € par mois. C'est ultra mauvais. Et si vous commencez à devoir mettre de l'argent tous les mois, c'est vraiment pas intéressant. Et puis surtout, votre banquier ne vous reprêtera plus d'argent. Si vous allez le voir en lui disant vous m'avez prêté 100 000 et puis maintenant en fait je m'appauvris tous les mois. Alors vous vous appauvrissez pas vraiment, vous allez acquérir un bien réel, c'est sûr, mais bon, vous allez mettre de la main à la poche, c'est-à-dire que le banquier vous prête et vous êtes encore en plus obligé de payer, quoi. Vous passez pour un fifre. Par contre, à l'inverse, si là on était plus sur moins 320 mais plus 320, c'est-à-dire que vous allez vraiment gagner de l'argent, là votre banquier il va vouloir vous prêter. Donc vraiment réfléchir à long terme et j'ai tendance à dire être froid. Vous êtes investisseur, vous n'êtes pas là parce que l'appart est joli et que vous avez envie d'acheter cet appart. Peut-être que la personne qui vous le vend est très sympa et elle le vend, on va reprendre l'exemple tout à l'heure, 600 €, 60 000. Si vous aviez dit que 60 000 c'était votre prix max, même si la personne en face est gentille, même si la personne en face a des petits soucis d'argent et qu'elle le veut à 65 000, vous ne devez pas l'acheter à 65 000. Vous lui dites au revoir et puis vous ne vous intéressez plus à ce bien s'il ne veut pas descendre à 60 000.
il veut de l'argent, d'accord, mais vous aussi, vous êtes là pour votre famille, pour vos enfants. C'est pour eux que vous faites ça. Vous allez transmettre un patrimoine immobilier à vos descendants. Vous allez gagner de l'argent tous les mois. Vous allez pouvoir faire plaisir à votre femme, amener vos enfants au ski, en vacances, leur payer une belle éducation, une belle maison. Vous n'êtes pas là pour faire copain-copain avec les vendeurs. Donc il veut vendre quelque chose. Vous achetez pas pour y vivre, vous achetez pour gagner de l'argent. Réfléchissez en e-commerçant. Si vous avez un produit à 8 euros, vous n'allez pas le vendre 6. Si pour que vous soyez rentable, il faut que vous le vendiez à 17, eh ben, soit vous le vendez à 17, soit vous essayez de faire baisser le prix. Mais vous devez être froid. Vous avez fait vos calculs, vous ne devez pas en bouger. Et même si la personne en face est très sympathique, bah, elle est très sympathique, et ben, soyez poli avec elle, dites-lui au revoir. Mais vraiment pensez à long terme comme un investisseur, anticipez les choses, toujours avoir un filet de sécurité, encore une fois. Il y a des frais qui se sécurisent, vous pouvez pas arriver et dire ah ben je payerai la taxe foncière dans 8 mois parce que j'ai pas l'argent, ah ben je ferai les travaux là parce que j'ai pas l'argent. Tout ça c'est des choses qui font amateur et vous n'êtes pas là pour être des amateurs, vous devez vraiment réfléchir avec un mindset d'investisseur, vous devez faire les choses bien et sérieux. Comme le e-commerce, hein, vous voyez les boutiques, il y a des belles boutiques, il y a des mauvaises boutiques. Et ben, vous devez viser la belle boutique. Ben là, c'est pareil. Vous faites de l'immobilier, vous devez vraiment garder à l'esprit que c'est un métier. Vous devez l'aborder comme un métier. Et personnellement, ben, moi, quand je fais quelque chose, un métier, j'aime quand les choses sont bien faites. J'aime pas quand c'est bâclé, j'aime pas quand il reste quelque chose. C'est peut-être un défaut sur certaines choses, hein. Je vais avoir à être plus long à me lancer et je vais vraiment être très pointilleux, mais une fois que tous mes signaux sont ouverts, j'y vais. Par contre, si mes signaux sont pas ouverts, j'y vais pas. C'est comme ça. Vous êtes investisseur, si vous perdez de l'argent, bah, c'est pas intéressant. Donc vraiment, anticipez les choses, raisonnez d'une manière froide et mathématique. Les chiffres, ça ne ment pas. Hein, comme Adrien nous avait montré dans son live au niveau du pricing des produits, ben voilà, il y a plein de choses à calculer et on ne met pas de côté une donnée parce qu'on a envie d'acheter ce bien. Voilà. Ben écoutez, j'espère en tout cas que j'ai été clair et que je ne me suis pas trop éparpillé. Je vous souhaite une super journée à tous. Je vous souhaite vraiment un gros cash flow dans l'avenir et plein de réussite dans tous vos achats immobiliers. Et pour ceux qui ont déjà des biens, n'hésitez pas surtout à commenter ou à corriger certaines choses que vous trouvez, que vous pensez différemment. Ça me fera vraiment plaisir de parler de ça avec vous. Je vous souhaite à tous une super bonne journée.